Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nouvel épisode judiciaire dans l'affaire Woerth-Bettencourt. Le procureur de la Cour de cassation décide de ne pas saisir la Cour de justice de la République. En revanche, il recommande la saisine d'un juge d'instruction pour mener l'enquête, autrement dit, un magistrat indépendant. Qui a tué la pharmacienne des quartiers chics de Montpellier? Le procès de l'étrange affaire Bissonnette a commencé aujourd'hui. Son mari, figure de la bourgeoisie locale, est accusé d'avoir commandité le meurtre. Véronique Gaglione sera en direct sur place. La SNCF débordée par le pillage des voies, les vols de câbles de cuivre sont devenus la cause principale du retard des trains. Comment expliquer l'envolée des cours des matières premières industrielles? Élément de réponse dans un instant. Le coup de gueule du médiateur de la République contre la déshumanisation des administrations. Tapez 1, tapez dièse, les services aux clients abusent du serveur vocal, dit-il. Notre enquête à suivre. La Grande-Bretagne sur le point d'instaurer une prime au régime. Pour lutter contre l'obésité, l'assurance maladie va offrir une rétribution à ceux qui perdent du poids. Nous retrouverons Jacques Cardoz à Londres. Un témoignage ce soir, 4 ans après l'affaire des bébés congelés. Jean-Louis Courgeot donne sa version dans un livre. Il explique son choix d'aimer une épouse qui lui avait tout caché. Enfin, après l'avion solaire, voici le bateau 100% énergie photovoltaïque. 35 mètres de long, il est parti pour un premier tour du monde. Nous irons à sa découverte. Bienvenue dans ce journal. Il est le premier procureur de France et son avis était très attendu dans l'affaire Woerth-Bettencourt. Jean-Louis Nadal, procureur à la Cour de cassation, a donc livré une décision à double détente. Il écarte pour l'instant la saisine de la Cour de justice de la République. En revanche, il recommande de confier l'enquête à un juge d'instruction et non pas au parquet. Le détail a son importance puisqu'il s'agirait d'un magistrat indépendant. Aurélia Guillemin, Dominique Bonnet. Pour Éric Woerth, ça a tout l'air d'une bonne nouvelle. La Cour de justice de la République n'est pas saisie de son dossier, du moins pas pour l'instant. Je n'ai pas de commentaire particulier vraiment là-dessus. C'est à la justice de s'organiser comme elle le souhaite. Je me sens assez à l'aise avec ça, je vous l'ai déjà dit. Donc moi j'attends les conclusions de la justice et puis après on verra. Prise illégale d'intérêt, favoritisme, deux termes juridiques et deux questions toujours posées sur le rôle de l'ancien ministre du Budget. Éric Woerth a-t-il fait embaucher son épouse par Patrice Demestre, le gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt, et lui a-t-il en échange attribué la Légion d'honneur? Au vu du dossier, l'un des plus hauts magistrats de France a estimé qu'il n'y avait pas matière à saisir la Cour de justice de la République. En revanche, il recommande que le procureur Philippe Courroy confie le dossier à un juge d'instruction indépendant. Nous sommes heureux que M. Nadal aille dans le sens de ce que nous demandons, c'est-à-dire d'une justice qui soit une justice non partiale et qui puisse aller au bout des enquêtes nécessaires sur le rôle qui aura été celui de M. Woerth comme ministre du Budget. Mais ce soir, Philippe Courroy a décidé de poursuivre son enquête préliminaire. Il garde la main sur le dossier. Un mot à propos d'une autre affaire. Le Conseil de Paris a adopté l'accord d'indemnisation de la ville par Jacques Chirac et l'UMP dans la procédure judiciaire des emplois fictifs. Le procès doit sans doute se tenir à la fin de l'année. Indemnisation de 2,2 millions d'euros. En échange, la ville, vous le savez, renonce à se constituer partie civile. Les Verts ont voté contre cet accord souhaité par Bertrand Delanoë. Image signée Éric Delagneau. La politique encore. François Fillon minimise ses déclarations d'hier sur France 2 à propos de Nicolas Sarkozy. Il avait marqué, vous l'avez entendu, sa distance à l'égard du chef de l'État quelques semaines avant un possible départ de son poste de Premier ministre. Eh bien, l'Élysée n'a pas forcément apprécié. Bonsoir Valérie Astruc, vous êtes en direct à l'hôtel Matignon à Paris. Les deux hommes se sont vus et François Fillon a légèrement corrigé le tir. Oui, les deux hommes se sont vus ce matin à 9 h à l'Elysée. La rencontre n'a pas été trop orageuse. Les deux hommes ont convenu de ne pas tomber dans le piège de la division. Néanmoins, comme vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy n'a guère apprécié cette prise de distance de François Fillon et lui a demandé de corriger le tir, ce qu'il a fait un peu plus tard dans la matinée. François Fillon s'est alors contenté de déclarer que les supputations sur son avenir étaient très éloignées de ses préoccupations. François Fillon a donc calmé le jeu, mais sans grande conviction. Et s'il ne se prépare pas ouvertement à quitter Matignon, il fait bien savoir qu'il est très serein sur son avenir. Pas si sûr, car François Fillon ne sait pas lui-même quel rôle il pourrait jouer s'il devait cesser d'être Premier ministre.
Valérie Astruc à Paris. Merci Valérie. L'actualité judiciaire avec ce procès fleuve qui secoue, je vous le disais, la bourgeoisie de la région de Montpellier, celui de l'affaire Bissonnet que n'aurait sans doute pas renié Claude Chabrol. La cour d'assises va chercher à savoir qui a tué une riche pharmacienne à la retraite. Sur le banc des accusés, il y a son mari, un vicomte ami de ce dernier et le jardinier de la famille. Véronique Gaglione, Sylvain Dobat. Il avait dit qu'il ne tiendrait pas jusqu'au procès, qu'il préférait disparaître, mais il est là, le mari, accusé d'avoir commandité le meurtre de sa femme, et à côté l'exécutant, son ancien jardinier. Jean-Michel Bissonnet a toujours dit qu'il était innocent. C'est absolument abject. C'est abject de me dire que j'ai voulu tuer ma femme, mais ça me rend malade. Je suis en prison, je paye pour rien, alors que le tueur de ma femme est en liberté. Le drame s'est noué le 11 mars 2008. Bernadette Bissonnet est tuée dans sa luxueuse villa. Rien n'a été dérobé. Son époux a un alibi. Et rapidement, le jardinier avoue avoir tiré, sur ordre du mari, dit-il, contre 30 000 €. Entre alors en scène un troisième homme, un vieil ami aristocrate qui a fait disparaître l'arme du crime. Lui aussi désigne le mari comme commanditaire. Mais pourquoi ce notable aurait-il éliminé sa femme? Il ne l'aimait plus selon l'accusation et voulait garder la maison. Ses deux fils ne croient pas cette version. Nos parents s'aimaient, toute notre éducation reposait sur l'amour de nos parents et moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de doute à avoir sur l'innocence de mon père. La défense parle d'erreur judiciaire et avance l'idée d'un complot entre le jardinier illettré et le vicomte, peu probable selon son avocat. M. Belkacem et M. Darcourt ne se connaissent pas du tout. Deux mondes les opposent, deux villes les opposent, et même techniquement, rien ne permet d'affirmer qu'ils aient eu un contact avant les faits. Jean-Michel Bissonnet s'est présenté aujourd'hui sûr de lui dans le box. Les jurés tenteront de comprendre s'il est une victime ou un brillant manipulateur. Et on vous retrouve, Véronique Gaglione, en direct à Montpellier. Le mari, le vicomte et le jardinier, c'est un trio étrange qui se présente devant les jurés. C'est vrai que ces trois hommes qui comparaissent aujourd'hui sont dignes d'un film de Claude Chabrol. Alors d'abord le mari, Jean-Michel Bissonnet, un notable qui a fait fortune dans l'immobilier de bureau. Il est décrit comme exigeant et méticuleux. Ensuite, son ami, le vicomte, le vieil ami, le vicomte Amaury d'Harcourt, un noble, fantasque, passionné de chasse. Enfin, le jardinier, Méziane Belkacem, un homme simple et illettré qui apparemment admirait beaucoup son patron. C'est lui qui a tiré. Alors pourquoi ce crime? Apparemment l'argent pourrait être une des réponses. Le jardinier dit avoir tué contre la promesse de 30 000 €. Le vicomte lui-même aurait emprunté par le passé de l'argent à son vieil ami Bissonnet. Et M. Bissonnet lui-même, selon les dires de l'accusation, ne semblait pas prêt à renoncer à une partie de cette fortune s'il avait dû divorcer. Véronique Gaglione à Montpellier. Merci Véronique, le procès va durer plusieurs semaines. Dans l'actualité également, cette violente collision dans le Gers entre un train régional et un camion. Une fois encore, l'accident s'est produit sur un passage à niveau non protégé. Il y a 8 blessés, dont 3 graves, et on a, semble-t-il, échappé au pire. Arnaud Comte. Le camion Ben, pulvérisé, s'est encastré sous le train et la cabine a été projetée dans ce champ, 10 mètres plus loin. La collision s'est produite vers 8h45 ce matin sur cette voie ferrée reliant Auch à Toulouse. Le TER qui transportait une trentaine de personnes circulait à 90 km/h lorsqu'il a tenté de freiner en vain. Le conducteur du train, quand vous voyez l'état de la cabine, aurait pu sans doute être grièvement blessé, voire mourir, mais il a eu le réflexe, après avoir mis en route le système de freinage, de se mettre côté passager. 8 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement, parmi lesquelles le chauffeur du poids lourd. Enfin, le chauffeur qui a été pris dans l'accident s'est bien arrêté au stop, il a marqué le stop et il a redémarré. Après, bon, ça s'est passé tellement vite qu'il n'a même pas eu le temps de voir. Ce passage à niveau situé sur une route de race campagne est simplement signalé par cette Croix-Rouge. Depuis plusieurs années, le voisinage réclamait un renforcement de la signalisation. Vous savez, quand il faut passer avec les engins agricoles, il faut faire très attention parce que depuis justement, on a 8 secondes. On l'a contrôlé souvent pour passer en 8 secondes. Je défie de passer moins. Réseau Ferré de France avait prévu d'installer un feu clignotant sur ce passage à niveau. Les travaux devaient débuter l'an prochain.
Et à propos de trafic ferroviaire, on en vient maintenant à ce constat assez surprenant de la SNCF. Les vols de métaux industriels et plus particulièrement les vols de câbles de cuivre sont en train de prendre une dimension incontrôlable. On en compte plus de 40 par semaine. Le pillage des voies est devenu la cause principale du retard des trains. Valérie Lerouge, José Boulestex. Des caméras de surveillance, des détecteurs de mouvement et des clôtures de barbelés. Ce qui ressemble à une base militaire n'est qu'un entrepôt de la SNCF en banlieue parisienne. Elle stocke ici ce qui est devenu au fil des mois un véritable trésor de guerre. Des kilomètres de câbles de signalisation et des rouleaux de caténaires, une mine de cuivre à ciel ouvert, déjà pillée plusieurs fois. Le plus souvent, les malfrats se servent directement le long des voies. Résultat, des pannes à répétition pour la SNCF et un casse-tête pour les cheminots qui doivent réparer le plus vite possible. On est à peu près en moyenne depuis le début de l'année à une dizaine de vols par jour. Et c'est en nette augmentation, hein, c'est 4 fois plus que l'année dernière. Ça suit à peu près les cours du cuivre. La SNCF n'est pas la seule touchée. Ici en Alsace, un bâtiment industriel est vidé de ses bobines en plein jour sous l'objectif d'une vidéosurveillance. Les voleurs de câbles prennent le soin de brûler ou d'enlever le plastique qui recouvre le cuivre pour rendre leur butin non identifiable. Ils le vendent ensuite à des ferrailleurs peu scrupuleux et puis ça part par bateau, en vrac, le plus souvent vers l'Asie, au milieu d'autres métaux. Aujourd'hui, un particulier peut revendre un kilo de cuivre à 4,30 € au ferrailleur, qui peut en espérer, lui, 6 € au cours du marché mondial. Pour enrayer cette hausse des vols, la SNCF devrait multiplier ses tournées d'inspection le long des voies, ajouter des caméras de surveillance et pourquoi pas recourir à des drones pour surveiller les 33 000 km de ligne. Et on s'arrête un instant sur l'envolée des cours des matières premières industrielles. Cobalt, platine et beaucoup d'autres, elles sont employées pour la fabrication de nombreux produits comme les téléphones portables. Eh bien l'industrie européenne et notamment française commence à souffrir de pénurie. Pourquoi? Eh bien parce que la demande mondiale est en forte croissance. Regardez cette enquête de Romain Messi et Antoine Morel. Un travail minutieux. Une fois terminé, ces cartes électroniques équiperont les cockpits des avions d'Airbus ou de Dassault. En attendant, pour les fabriquer, il faut des centaines de micro-composants faits de silicium et de cuivre. Une matière première indispensable à cette PME française. Mais depuis quelques mois, l'approvisionnement en composants vire au parcours du combattant. Délais multipliés par 4, des prix qui s'envolent et des stocks qui dégringolent. Il y a urgence. Alors là, vous avez le tableau en fait des problèmes. Ce qui est en jaune, ce sont des problèmes liés à la pénurie des composants. Il y a 6 mois, ce tableau-là, normalement, il y avait 5 lignes en jaune. Aujourd'hui, vous pouvez constater qu'on a réellement un nombre de lignes très très important. Ce chef d'entreprise croit avoir identifié une cause à ce manque de composants. Face aux pays émergents, l'Europe ne serait tout simplement plus prioritaire. En Asie, les marchés explosent depuis un an. En fait, il y a plus de 25%, plus de 30% de production. La croissance étant en Asie, et bien évidemment, les fabricants vont se tourner vers l'Asie avant de se tourner vers l'Europe. Et cette pénurie de matières premières, d'autres secteurs industriels en souffrent. Nous voici en Picardie, chez le leader mondial des encres d'imprimerie. Pour fabriquer des couleurs éclatantes, cette entreprise utilise 20 000 tonnes de matières premières par an et leur choix est très précis. Ces encres d'imprimerie sont fabriquées à partir de plusieurs matières dont les plus importantes sont les résines que l'on voit ici et le pigment qui donne la couleur. Le problème, c'est que cette résine de pin ne provient que d'un seul pays, la Chine. En ce moment, la région de la Chine où sont ces plantations souffre de sécheresse depuis plus d'1 an. Donc les récoltes sont très faibles et donc les prix ont augmenté. Ils sont passés de 800 $ la tonne à 2400 $ la tonne. Des entreprises européennes dépendantes des richesses du reste du monde. Un problème ancien qui s'est encore renforcé ces derniers mois. La Commission européenne vient même de dresser la liste de 14 matières premières d'importance critique, parmi lesquelles le platine, le cobalt, le magnésium ou encore le tungstène. Des minerais produits par un petit nombre de pays, notamment en Asie ou en Afrique, mais que tous les pays industrialisés s'arrachent. La
pris le cas du lithium. Si vous développez en l'état actuel des technologies des voitures électriques, vous avez besoin de batteries au lithium. Où y a-t-il du lithium? Il y en a en Chine, il y en a en Argentine, il y en a en Bolivie, et c'est à peu près tout. Il faut que nous réfléchissions à nos approvisionnements stratégiques sur un certain nombre de substances indispensables. Dans cette bataille pour les matières premières, les PME françaises prennent donc leur mal en patience. Mais pour ce producteur d'encre, la pénurie et la hausse des prix empêchent de profiter pleinement de ce début de reprise économique. Ça nous coûte 15 millions de plus, donc ça nous impacte directement sur notre profitabilité. C'est nos marges qui sont réduites de 15 millions, donc c'est très important. Un handicap financier que ce chef d'entreprise espère passager, alors que les PME doivent être en théorie le moteur incontournable de la croissance française. L'actualité à l'étranger est d'abord cette expérience menée dans une région de Grande-Bretagne et qui pourrait être généralisée à tout le pays. L'assurance maladie va instaurer une prime au régime. Oui, vous avez bien compris, pour lutter contre l'obésité, une rétribution sera offerte à ceux qui perdent du poids. À Londres, Jacques Cardoz, Nicolas Améan. La récompense, ici on sait ce que c'est. Il n'est pas encore question d'argent, mais du diplôme de celui qui aura perdu le plus de poids. Ce mois-ci, c'est Julie la grande gagnante, 6 kilos qu'elle a obtenus grâce à sa volonté. Pour elle, il n'y a que ça de vrai. Certains vont manger, puis perdre du poids rien que pour gagner de l'argent, puis recommencer à manger. Alors je ne sais pas si cela va marcher. Mais si Julie a des doutes, la plupart des Britanniques sont à l'inverse convaincus des bienfaits d'une telle mesure. Lloyd a dépensé une fortune pour perdre ses 25 kilos. Il s'est inscrit dans ce spa très chic de la banlieue de Londres, prisé des stars et des sportifs, et il pense à tous ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour se payer une cure de ce niveau. Avant, je pesais 150 kilos, aujourd'hui j'en fais beaucoup moins, j'ai perdu 25 kilos. Mais si c'est privé, tout le monde ne peut pas se le payer. Les services de santé ont fait leur compte. Actuellement, l'obésité leur coûte 5 milliards d'euros et en 2050, elle leur coûtera 10 milliards d'euros. La prime s'avère donc une bonne opération. La Grande-Bretagne a atteint le record du pays le plus gras d'Europe. Et pour perdre ce leadership, la sécurité sociale veut donc récompenser ses meilleurs élèves. Nous avons demandé à un échantillon de la population. 60% d'entre eux étaient d'accord pour que les cas les plus sévères soient rémunérés. À l'inverse, 40% n'étaient pas d'accord. La prime au régime a déjà été testée dans le Kent. La sécurité sociale veut désormais l'étendre à l'ensemble du pays. Bonsoir Jacques Cardoz, vous êtes en direct à Londres. Jacques, il faut préciser que le système de prime existe déjà et assez largement dans l'assurance maladie britannique et dans la société en général. Oui, par exemple en Écosse, on incite les petits à manger sainement à la cantine. On leur fait gagner des points. Si par exemple ils mangent des légumes verts, eh bien ils gagnent plus de points que s'ils mangent des frites. Plus ils mangent de brocolis et plus ils auront de points à la fin de la saison. Et plus ils ont de points, plus ils auront de cadeaux. Ça peut aller jusqu'à la console de jeux vidéo pour ceux qui auront fait une indigestion de légumes verts durant la saison. Et le même principe existe par exemple pour la cigarette. On accepte d'arrêter de fumer, on passe un test 3 mois après avoir arrêté de fumer. Si ce test est positif, eh bien on gagne un bon de 15 € qu'on peut ensuite utiliser dans n'importe quel commerce. Vous l'avez compris, les services de santé préfèrent inciter, quitte à payer, plutôt que de devoir réparer. Jacques Cardoz à Londres, merci Jacques. En bref, encore dans l'actualité internationale, après la reprise de la colonisation israélienne dans les territoires occupés, on attendait la réaction palestinienne. Le président Mahmoud Abbas était reçu aujourd'hui à l'Elysée. Eh bien, c'est une réaction modérée. La décision sur la poursuite ou pas des négociations de paix ne sera donnée que dans une semaine. Mahmoud Abbas qui a évidemment condamné cette reprise des constructions, tout comme Nicolas Sarkozy, ainsi que la Maison-Blanche aussi aujourd'hui. Au Venezuela, cette victoire aux élections législatives d'Hugo Chavez, mais une victoire au goût amer. L'opposition réalise une percée avec un gros tiers des sièges au Parlement. Hugo Chavez, il faut le savoir, a affronté une année difficile avec des coupures de courant, une inflation de 30% et une forte hausse de la criminalité. Retour en France avec ce coup de colère du médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye. Il s'insurge
contre une modernisation de l'administration qui, dit-il, devient une déshumanisation. Dans son collimateur, il y a la généralisation du serveur vocal. Tapez 1, tapez 2, ces répondeurs anonymes auxquels nous sommes de plus en plus confrontés. Enquête Caroline Thébault, Bernie Merriot. Tapez 1 pour confirmer. Des chiffres. Tapez 2 pour modifier. Tapez étoile. Et des symboles. Emploi. Emploi. Et des mots-clés à répéter comme un perroquet. Des serveurs téléphoniques devenus incontournables et pourtant si mal aimés. C'est long, hein, je trouve. Moi, je raccroche souvent avant. Pour donner son numéro d'allocataire, il faut taper étoile, redonner son code personnel. Nous avons nous-mêmes tenté l'expérience. Ou exprimer un recours sur une radiation. 1 minute 30 plus tard. Notre service d'accueil est actuellement fermé. Face à cette déconvenue, nous essayons alors une commande de billets de train. Je suis désolée, je n'ai pas entendu. Avez-vous dit billet? Oui. Au bout d'1 minute, échec sur toute la ligne et 34 centimes d'euros de perdu. Si administration et entreprises choisissent de développer les boîtes vocales plutôt que les réceptionnistes, c'est surtout une question de prix. Selon les tarifs d'une entreprise spécialisée dans les services téléphoniques, un appel transféré sur un serveur vocal revient environ à 6 centimes, contre 1,50 € si c'est un standardiste. Les clients, eux, ne font pas ces comptes-là. C'est le vide, c'est froid. Il y a un côté inhumain, appuyé, là. On ne ressent pas grand-chose d'intéressant et on se dit qu'on espère pouvoir avoir quelqu'un finalement. J'aime pas du tout. Qu'est-ce qui vous plaît pas? De ne pas avoir quelqu'un au bout du fil. Pour moi, c'est une perte de temps. Une question dont s'est emparé le médiateur de la République. Il demande des efforts aux administrations pour que le progrès ne se fasse pas, dit-il, au détriment du lien social. Et à ce propos, eh bien, votre avis nous intéresse. C'est le retour de la question de la semaine. Êtes-vous agacé par la multiplication des serveurs vocaux, oui ou non? À vous de cliquer sur la page 20h de notre site france2.fr. Résultat jeudi. Il est 20h19. Restez avec nous à suivre un témoignage 4 ans après l'affaire des bébés congelés. Jean-Louis Courgeot donne sa version dans un livre. J'ai fait le choix d'aimer et de chercher à comprendre, dit-il. Couples séparés, familles éclatées aux États-Unis, de plus en plus d'enfants sont élevés par leurs grands-parents. C'est le dossier de cette édition. Et puis une voix qui revient. Vous entendrez la première chanson de Johnny Hallyday depuis son coma et son hospitalisation. Un duo avec Patrick Fiori. D'abord donc ce livre Confession. Il a 43 ans, il est ingénieur et il a été plongé il y a 4 ans dans une affaire qui a stupéfié la France. Jean-Louis Courgeot, l'époux de Véronique Courgeot, publie sa version. Il raconte comment il a choisi de soutenir son épouse. Dominique Verdaillan, Zidane Berkous. Il aurait pu se faire oublier, Jean-Louis Courgeot a décidé de témoigner. L'histoire d'un mari projeté malgré lui dans un fait divers macabre. Plus d'1 an après le verdict qui a condamné son épouse, il revient sur l'affaire des bébés congelés, leur affaire. On ne s'imagine pas au sein d'un couple un tel scénario quand le couple était ce que nous étions, quoi. C'était pour moi inimaginable. Même inimaginable au sens où ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Avec le recul, vous vous sentez, j'allais dire, complice par votre aveuglement? Complice est un mot fort. C'est une sorte de culpabilité, oui, évidemment, parce qu'on est là, on est en première ligne, on vit à côté de sa femme, sans voir à quel point cette personne peut souffrir. Oui, ça c'est ça que je porte. En août 2006, lors d'une conférence de presse, Véronique Courgeot se défend d'être la mère des nourrissons. Ce n'était pas un mensonge, dit-il, mais le signe d'un malaise profond. Je ne pouvais pas l'abandonner après 18 ans de vie commune. Je ne pouvais pas faire un trait sur notre histoire en sachant pertinemment que Véronique n'a pas agi par calcul, par préméditation. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Et je pense que toutes ces femmes qui sont dans cette situation sont dans le même cas. Mais à aucun moment vous vous êtes dit « elle m'a trahi, je pars ». Non, c'était pas une trahison parce que dès la garde à vue, j'ai compris que j'étais en face d'une femme qui était perdue. Les 3 bébés tués par son épouse ont désormais une sépulture. Ensemble, ils ont choisi les prénoms. Pour Jean-Louis Courgeot, le plus dur consiste à établir un lien affectif.
Je suis le père de ces enfants, je suis le père biologique de ces enfants. Maintenant, je ne peux pas construire une paternité a posteriori. Je n'ai pas de souvenir avec eux, je n'ai aucun échange affectif avec eux parce que les événements nous en ont empêchés. Donc j'ai le sentiment d'un énorme gâchis, d'occasions ratées, de vie détruite avant même qu'elles aient pu commencer. Mais je ne peux pas construire une paternité a posteriori, même si je suis parfaitement conscient que ce sont mes enfants. Aujourd'hui, Véronique Courgeot est suivie par un psychiatre. Elle a admis, elle doit comprendre, écrit son mari. Je vois beaucoup plus d'intérêt à reconstruire, à repartir, qu'à regarder tout le temps derrière. C'est pas un reniement. C'est une vision plutôt optimiste de la vie, c'est tout. Jean-Louis Courgeot aspire à redevenir anonyme. En libération conditionnelle, son épouse a retrouvé leurs 2 enfants en mai dernier. Elle aura fini de purger sa peine en octobre 2013. Et vous pouvez voir et entendre l'intégralité de cet entretien sur la page 20h du site france2.fr. La crise de la famille, une étude récente réalisée par un centre de recherche réputé aux États-Unis révèle qu'un enfant américain sur 10, 1 sur 10, est élevé par ses grands-parents. C'est un mouvement de fond qui touche tout le territoire. Comment expliquer cette tendance? Les grands-parents à la rescousse, c'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos correspondants Maryse Burgot, Aaron Diamond et Laurent Desbois. Une ville moyenne en banlieue de Dallas, au Texas, et une famille un peu particulière. Cet enfant vit avec sa mère, mais c'est essentiellement sa grand-mère qui l'élève. La crise économique ne leur laisse guère le choix. On partage nos revenus et on paye les factures à 2. Et c'est beaucoup plus facile de s'en sortir comme ça. Un enfant sur 10 aux États-Unis est aujourd'hui sous la responsabilité d'un aïeul. Cette grand-mère a quitté sa tranquille retraite à New York pour venir jusqu'ici aider sa fille. Celle-ci gagne très mal sa vie, à mi-temps. Ça ne me dérange pas d'être là et de l'aider, de faire des choses avec elle. Elle a besoin de moi. Comment m'appelles-tu déjà? La meilleure quoi? La meilleure nounou du monde. Washington, capitale des États-Unis, dans les quartiers des communautés noires, de plus en plus de grands-parents élèvent aussi leurs petits-enfants. Cette femme a 55 ans, elle travaille à mi-temps et vient ce soir récupérer sa petite fille à la crèche. J'ai élevé mes propres enfants et voilà, je recommence. À Washington, il existe même une allocation grand-mère. Caroline reçoit 700 € par mois pour élever sa petite fille. Sa mère était enceinte quand elle avait 16 ans et maintenant elle est à l'université. Et moi je trouve important qu'elle puisse continuer ses études alors. C'est moi qui ai la petite maintenant. D'autres enfants américains sont élevés par leurs aïeuls parce que leurs parents militaires sont déployés en Irak ou en Afghanistan. Cette avocate est elle-même mère de famille. Elle gère à Washington ce fonds qui distribue les aides aux grands-parents. Cela permet de ne pas séparer les familles. Et si l'on parle d'un point de vue strictement financier, ces grands-parents aident la société parce que ça coûte beaucoup moins cher aux contribuables. Confier un enfant à un grand-parent coûte en effet beaucoup moins cher qu'un placement, par exemple, en famille d'accueil. De plus en plus de retraités acceptent donc par amour, mais aussi par nécessité, de prendre en main l'avenir de leurs petits-enfants. Les sciences, il y a quelques semaines, nous vous parlions ici même de l'avion solaire. Et bien voici maintenant le bateau 100% énergie photovoltaïque. Il s'appelle Planète Solar, c'est un gros catamaran. Il vient d'entamer un tour du monde sans voile et sans une goutte d'essence. Nicolas Châteauneuf, Virgile Liado. Il y a des navires qu'on verrait aussi bien dans l'espace que sur la mer. C'est le cas de Planète Solar, le plus grand bateau solaire du monde, uniquement mu par la lumière du soleil. Sur le pont supérieur, l'équivalent de 2 terrains de tennis recouverts de panneaux qu'il faut déployer à la main. Un défi technologique imaginé par le Suisse Raphaël Donjean.
Plus on a de panneaux solaires, plus on aura d'énergie. Mais bien sûr, plus de panneaux solaires, ça veut aussi dire plus de poids. Donc il y a un équilibre à trouver entre ni trop petit ni trop grand. À quelques heures du départ, les techniciens s'affairent encore pour régler l'impressionnante machinerie du bateau. À la barre, Patrick Marcheseau, un marin expérimenté. Il était capitaine du Ponant, pris en otage en Somalie il y a 2 ans. Cette fois, il espère bien que le voyage sera plus calme, mais il a d'autres soucis comme la gestion de l'énergie. On a des batteries, on a une capacité de stockage de cette énergie, on a à peu près 2 jours d'autonomie. Et puis, en fonction de la météo, il va falloir qu'on ajuste notre consommation pour être certain de toujours avoir une marge jusqu'à la prochaine station essence qui est le soleil, quoi. C'est-à-dire que si on a 2 jours de nuages, dans ce cas-là, il faut vraiment réduire l'allure au minimum. Avec ses formes profilées, ses 30 mètres de longueur, sa source d'énergie inépuisable mais limitée, Planète Solar s'apprête à s'élancer pour un tour du monde qu'il devrait boucler en 8 ou 10 mois. Pour cela, toutes les technologies actuelles ont été poussées au maximum. On a fait un bateau très léger en matériaux composites et sur toute la chaîne de fabrication, on a essayé de faire un bateau qui consomme le moins d'énergie possible. C'est un bateau qui fait environ 90 tonnes, qui navigue en 6 à 7 nœuds avec la puissance d'un scooter, ça veut dire environ 30 chevaux. Le navire abrite 6 cabines sobrement aménagées pour l'instant, car après son tour du monde, Planète Solar sera reconverti en yacht de luxe pour amateurs de croisière écologique. Et maintenant, le retour d'une voix écoutée. Ceci, c'est la première chanson de Johnny Hallyday depuis ses problèmes de santé en fin d'année, un duo avec Patrick Fiori dans le dernier album du chanteur corse. On s'est perdu sans vague jour après jour, soir après soir. Te souviens-tu de nos détours battus, ont vu toutes nos amas. On n'avance pas sans histoire, et même s'il est trop tard, je viens te chercher. Je viendrai te chercher, c'est le titre de cette chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Apparemment, pas de problème de corde vocale pour Johnny. L'album de Patrick Fiori sort aujourd'hui. Du cinéma, personne n'a oublié l'Odyssée de l'espèce avec Jacques Malater, immense succès il y a quelques années. Eh bien, le réalisateur revient au cinéma avec le dernier Néandertal. Longtemps présenté comme une brute épaisse, l'homme de Néandertal est décrit comme un homme de culture, parfois même comme un sentimental, pas si éloigné de l'Homo sapiens. Isabelle Bechler, Vincent Bouffartigue. Ao était un des derniers de son clan. Les Néandertals mouraient tous mystérieusement. Parti chercher un remède, il rencontre des Homo sapiens. Ils sont plus violents et plus sanguinaires. Le film a recréé leurs habits, leurs ornements, leur langage même, leur apparence. Allez, on recule de 35 000 ans. Il faut un masque de silicone et 4 heures de travail pour faire un Néandertal comme Ao. Ao est particulièrement passionné. Il est tenace. Il est persuadé qu'il peut sauver son clan de l'extinction. C'est une femme sapiens qui le sauvera de la mort. Il tâtonne et se découvre bien qu'il n'ait pas le même langage articulé. Oh, nous n'avons pas besoin de mots. Nous avons des ongles, des crachats, nos muscles, tout un tas de moyens de nous dire notre haine. Au plus près de la connaissance scientifique des paléontologues, Jacques Malater a décrit le mode de vie de nos ancêtres Néandertal et sapiens. Leurs émotions sont une clé pour comprendre l'humain. Les émotions sont réellement pures et en ligne droite. Et c'est cette recherche de l'émotion pure qui permet à nous de nous interroger sur nos émotions d'aujourd'hui, qui me fait aller tout le temps vers cette période, parce que je crois qu'on apprend beaucoup de nous-mêmes lorsqu'on regarde d'où on vient. Bec crochu, tu es toujours là. Je te connais. La nature et les animaux sont omniprésents dans le nomadisme d'Ao. Car 30 000 ans avant notre ère, les dinosaures avaient disparu et les mammifères étaient déjà les proies ou les compagnons de nos ancêtres Néandertal et sapiens. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, ce nouvel épisode judiciaire dans l'affaire Woerth-Bettencourt. Le procureur de la Cour de cassation décide de ne pas saisir la Cour de justice de la République. En revanche, il recommande la saisine d'un juge d'instruction pour mener l'enquête, autrement dit un magistrat indépendant. Et puis, cela fait 272 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas.
Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko qui nous annonce novembre en septembre. 20h35 votre série Cassel. N'oubliez pas à 22h05 mots croisés avec Yves Calvi. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.